Je vais m'assurer qu'il y ait des ventes sauvages aux heures européennes également. Et Raphaël ici va s'engager solennellement Mais, à mais, changer les ventes sauvages de temps en temps. mais c'est Mais elles déjà le sont cas. changées. N'est-ce pas, C'est Raphaël? déjà le cas. On change d'horaire toutes les semaines. Il y a des fois, on n'a même pas le temps d'aller poster les messages sur Telegram qu'il n'y a déjà plus rien. Donc, ça sert à Ouais. rien d'aller poster un message sur Telegram pour dire, les gars, il n'y a plus rien. Bah alors, LT, on ne publie plus les ventes sauvages dans le canal officiel. Bah j'ai la solution. J'ai créé un petit bot Telegram. Mais ça, je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Avant, je vais vous parler des REST API, l'API communautaire et l'API vente sauvage. Alors, une API, qu'est-ce que c'est? Alors, si je devais résumer en une phrase qu'est-ce qu'une API, ça serait tout simplement un petit script qui envoie des données selon la requête et ça s'arrête là. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de mieux qu'une démo pour comprendre. Alors, ce que vous avez sous les yeux, tout simplement, c'est l'API communautaire, tout simplement pour avoir par exemple des informations sur les tokens, par exemple, je sais pas moi, leur adresse, le nombre de tokens associés, le smart contract, ETH, Nodis, etc., les adresses. Je vais vous faire la commande la plus simple, c'est API realtoken.community v1 token list. Et vous allez voir, ça va me charger tous les tokens disponibles sur Realty ou les anciens qui étaient aussi présents. Hop, j'appuie juste sur entrée. Voilà, et ça sort du JSON. Alors le JSON, c'est un format, on va dire, c'est du CSV évolué. C'est beaucoup plus lisible. Je suis sur mon navigateur, je clique juste sur impression élégante et hop. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus lisible. Si vous descendez, vous voyez tout simplement la liste de tous les tokens. Et le premier token, eh bien, c'est Marlowe, cette première maison qui a été tokenisée par Realty en 2019, je crois. Vous avez plein d'infos comme l'adresse du smart contract, le nom, d'ailleurs marqué hold, donc peut-être que ça a changé depuis. Voilà. Et si je me retrouve en bas du fichier, eh ben, je tombe sur la holding de Braille. C'était la holding qui était en vente vendredi dernier, vendredi 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez me dire à quoi ça sert. Il y a plusieurs utilités, par exemple. Vous voulez des infos, vous n'avez pas besoin de contacter Realty, vous avez juste à appeler cette REST API, elle vous renvoie toutes les informations. Il y a beaucoup d'informations sur le guidebook de la communauté, je vous mettrai le lien en bas dans la description si vous voulez vous renseigner par vous-même. Et voilà, et comme vous avez vu, V1-token, ça donne une dizaine d'informations. Et pourquoi je vous dis ça? En fait, tout simplement, si vous demandez des informations pour un token, par exemple pour celle-là, l'exemple, par exemple dans cet exemple, la Westphalia, vous avez que 10 informations. Si vous voulez plus d'infos, il faut une clé, et une clé, en fait, tout simplement, c'est une clé d'authentification. Voilà. Et à quoi ça sert une REST API? Tout simplement, ça permet à tout le monde de voir des informations en temps réel. Je vais prendre un cas un peu particulier, vous allez voir. Je vais dire que voilà, vous êtes la cantine, un restaurant, et vous avez cette REST API. Et bien tout le monde peut appeler cette REST API pour avoir des informations de base, comme savoir le menu et les horaires. Voilà, c'est génial, que vous soyez un particulier, un fournisseur ou même un employé de ce restaurant, de la cantine, vous pouvez avoir les informations. Et vous avez vu que les informations, elles étaient brèves. Par exemple, c'est horaire et menu. Ok, maintenant c'est génial, tout le monde a ces infos, mais qu'est-ce qu'on en fait? Chacun peut les utiliser comme il veut. Par exemple, il y en a peut-être qui vont utiliser juste les horaires pour avoir l'affluence. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont l'utiliser pour savoir le menu, je sais pas, pour des régimes alimentaires particuliers ou autres. Tout le monde a les données, chacun les utilise comme il veut. Et c'est ce qui est expliqué là, niveau de détail, une dizaine d'infos, pas plus. Si vous voulez plus d'informations, il faut une clé. Comme il était marqué au-dessus, sans clé, vous avez une dizaine d'infos. Horaire menu. Avec une clé, vous aurez 150 infos tout simplement sur les tokens et c'est des infos beaucoup plus détaillées. Alors pourquoi faire une clé? Tout simplement pour savoir qui a accès à l'API pour avoir le niveau de détail. Par exemple, si je reprends le cas du restaurant, vous êtes un fournisseur ou le gérant tout simplement, vous dites il me faut la clé, il me faut une clé API, il vous file une clé API et vous avez accès à plus d'infos comme par exemple la gestion des stocks. Une information qu'un particulier n'a pas besoin et qui ne l'intéresse pas. Et surtout, c'est pour savoir qui s'y connecte. Donc voilà, moi j'ai eu ma clé API, je ne l'ai pas encore utilisée. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'occasion pour vous dire que vous pouvez vous abonner, liker, commenter, c'est moins cher que les frais de la newsletter chain. Voilà. Et autre point important, voilà, en lisant ce guidebook, j'ai appris tout simplement que l'API communautaire, elle appartenait à la DAO et pas à Realty. Voilà. Et qui compte par exemple mettre un jour un seuil de quota. Là, actuellement, c'est illimité, vous pouvez l'appeler autant que vous voulez. Peut-être qu'il y a des restrictions dans le temps, peut-être que vous ne pouvez pas l'appeler une fois toutes les secondes, je ne sais pas, j'ai pas testé. Mais on va dire que c'est libre et infini, vous faites autant d'appels API que vous voulez. Mais un jour, par exemple, ça sera payant et ça sera tout simplement au choix de la DAO. Voilà. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi payer pour une API, par exemple, CoinGecko, je pense que vous le connaissez si vous avez des règles pour suivre le cours. Ça liste pas mal de crypto-monnaies, crypto-actifs seulement sur les blockchains, donc ça a le prix en temps réel. Et si vous voulez les infos, voilà, au début ce sera gratuit, mais après il faudra payer. Et vous voyez que ça peut vite monter. Au début, le prix d'entrée, c'est 129 $ par mois. Et même le tarif entreprise, on le connaît pas. Quel avantage de payer? En fait, CoinGecko, eux, ils se débrouillent pour avoir une API ils agrègent toutes les données, ils les ont en temps réel, ils savent les redistribuer. Voilà. Rien n'est gratuit dans la vie.
vous voulez les données en temps réel, vous devez payer. Après, ça sera à l'utilisateur, à l'entreprise, de choisir l'offre qui lui correspond. Et vous voyez que ça facture très vite et c'est des sous qui iraient directement dans la trésorerie de la DAO. Vous voyez qu'avec le prix d'entrée, vous avez 500 000 calls. Vous allez me dire, ouais, c'est déjà énorme. On va faire un calcul. Par exemple, si je fais, voilà, je veux le temps, je veux les infos en temps réel, donc c'est-à-dire toutes les secondes, je fais un call pendant un mois, on va calculer le nombre de secondes. Voilà, il y a 3600 secondes dans une heure, x 24, on va dire x 30. Vous voyez que ça fait quasiment 2,6 millions. Et là, vous n'en avez que 500 000. Donc, si vous voulez faire des calls API toutes les secondes pour avoir les infos en temps réel, et tout simplement, il faut prendre le tarif à 1000 $. Donc, ça chiffre vite. Là, vous allez me dire, ouais, mais les réels tokens, c'est de l'immobilier, ça bouge pas tant que ça. Pourquoi faire ça? Là, c'est que supposition. Mais voilà, les réels tokens, c'est pas que de l'immobilier, c'est aussi de la dette. Peut-être qu'un jour, ce sera par exemple des bons du trésor, j'en sais rien. Ou par exemple, des actions, les RWA. Voilà, ça fluctue. C'est pas coté en bourse. Et peut-être qu'un jour, il faudra les mesurer et il faudra tout simplement avoir le temps en temps réel, un peu comme Bloomberg. Et voilà, ça peut casquer vite. Bon voilà, je ferme la parenthèse sur la REST API communautaire. Et gardez en tête qu'avec l'API communautaire, actuellement, je peux avoir les informations sur tous les réels tokens. Ça s'arrête là, mais vous verrez plus tard que j'en aurai peut-être besoin. Et on enchaîne tout de suite sur la REST API qui était mise à disposition par Realty pour les ventes sauvages. Alors l'URL c'est celle-ci, je le mettrai aussi en bas dans la description. Et vous allez voir ce qu'elle fait. Aussi, changement de format pour cet épisode. Voilà, vous n'allez pas me voir coder. J'ai codé hier soir, tout simplement parce que voilà, je trouve j'ai envie de tester autre chose. Je vais voir si ce format vous plaît plus. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, parce que voilà, parler à une IA, commenter ce que me fait l'IA. J'avais un peu fait le tour, je trouve. Et rien de mieux que d'évoluer dans la vie. Donc j'en reviens à la REST API des ventes. Donc c'est pas la REST API des ventes sauvages en fait, c'est la REST API de ce qui est actuellement en vente sur le site. Donc vous voyez qu'il y a de la Woodland, Franklin, c'est les tokens du Panama là, qui sont en cours à Bokete. Si vous allez sur realty.co, vous les voyez. Là il y a de la Woodland, voilà, il y a de la Bokete, Chiriki A002, 4426. Voilà, c'est là, Bokete A02. 4426. Donc ça permet de plus faire des refresh, d'éviter de surcharger le site. N'oubliez pas que quand vous connectez à un site, en fait, voilà, entre guillemets, c'est un peu une REST API évoluée qui demande plus d'infos. C'est beaucoup moins basique. En fait, la demande, c'est la même, voilà, mais vu qu'en face, ça doit être interprété d'une certaine façon, soit c'est une REST API basique et vous avez du texte, du JSON, c'est ce que vous avez sous les yeux, soit en fait, vous connectez à un site et vous récupérez des images, de la couleur, et tout ça c'est plein d'informations qui sont très lourdes, donc qui sont plus agréables quand même pour l'humain. Mais voilà, c'est des infos que n'a pas besoin, par exemple, un bot. Et alors ça c'est mon petit Hello World, entre guillemets, pour vérifier que les REST API fonctionnent en Python depuis ma machine, un Mac, vers les serveurs de Realty. Vous voyez qu'on se connecte à realty.co et on va tester. Voilà, j'ai appelé mon script, ça prend un peu de temps. Et pareil, vous voyez que vous avez les informations, mais voilà, vous les avez en brut. Voilà, c'est comme si je retourne sur mon site, et en fait, tout simplement, c'est ça que je reçois actuellement. Une fois que la requête est exécutée, vous récupérez la réponse. Moi, je la print bêtement. Donc, vous voyez qu'il y a la date de la requête et tous les produits, par exemple, le Woodland, Bokete A02. Voilà, pareil, on connaît, c'est exactement la même chose, ça fonctionne. Et je voudrais remercier Marc du canal Telegram Bot Realty, tout simplement, qui m'a donné le petit tips d'utiliser Cloud Scraper. Voilà, une librairie qui permet de contourner en fait tout simplement les restrictions de Cloudflare. Cloudflare, vous avez déjà vu ce que c'est tout simplement la petite moulinette qui veut détecter si vous êtes un bot ou non. Et honnêtement, je ne connaissais pas cette librairie, la Cloud Scraper, mais j'étais étonné de la facilité tout simplement de contourner ces restrictions. Voilà, surtout que voilà, je suis allé voir Cloudflare, c'est quand même une boîte qui a une capitalisation de 30 milliards. Et voilà, de voir une librairie libre d'accès contourner ces restrictions, je trouve ça juste magnifique. On en revient à nos moutons, au REST API. Donc voilà, on sait récupérer les informations depuis son Mac en Python. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a dans cette requête? J'ai oublié de le dire. Vous avez le titre, ok, pourquoi pas. Vous avez le statut, si elle est disponible ou pas. Available, c'est le petit bandeau bleu sur Realty. Et vous avez le Product ID. Et si vous vous en souvenez, le Product ID, c'était le petit identifiant du produit qu'il fallait mettre dans la requête Ajax, add to cart tout simplement, pour ajouter au caddie. Et là, actuellement, il n'y a que des available. Vous allez voir, je vais lancer mon petit script. Voilà, et ça c'est le premier script que j'ai fait, tout simplement pour commencer à détecter les vents sauvages. Pareil, toujours avec ChatGPT, j'ai pas codé. Et vous voyez qu'il y a un test mode, j'en reviendrai plus tard. Mais j'appelle la requête, j'attends 60 secondes. Aussi, j'ai vu que voilà, vous allez voir, il y a un sleep intervalle de 60 secondes, ça correspond juste. En fait, je fais ma première requête, j'attends 60 secondes et après j'envoie une seconde requête. J'attends encore 60 secondes et j'en envoie une troisième et ainsi de suite, je fais une boucle.
Voilà, ça me permet de récupérer tous les produits qui sont en vente sur le site en continu. Et le défi, en fait, tout simplement, c'est de détecter une vente sauvage. Alors moi, ma théorie, c'est que en fait, le available, là, il passe en limited release, un peu comme tous les bandeaux Realty. Du coup, j'en suis pas sûr. Les ventes sauvages, c'est assez rare. Donc j'ai fait autre chose. En fait, j'ai fait une première requête pour récupérer la liste. Voilà, je check si, les statuts présents. Je prends comme hypothèse que je vais lancer mon script, il y aura que de la available, il n'y aura pas de limited release ou autre. À la prochaine requête, je check s'il y a un nouveau statut qui est apparu. Et là, s'il y a un nouveau statut, je dis que c'est une vente sauvage, une limit release. Pareil, vous allez voir la différence entre le mode test et le mode réel. Tout simplement, il y a le mode réel, c'est une boucle infinie. Tant qu'il n'y a pas une interruption du script, voilà, la boucle for se fait en continu. Sinon, en mode test, je fais que 10 tours de boucle, tout simplement pour voir si c'est cohérent, si ça peut débugger ou pas. Et pareil, quand je fais des tests, le sleep il passe de 60 à 5 secondes, tout simplement pour être plus rapide. Ça sert à rien de perdre 12 fois plus de temps. Donc voilà, là je récupère tous les statuts qui sont différents de available. Et s'il y en a, pareil aussi, j'ai mis parce que j'avais déjà l'idée de faire un bot. Voilà, messieurs les devs, voilà, on pourrait printer à chaque fois qu'il y a une limite release dans un canal Telegram, mais en fait ça serait lourd et chiant pour l'utilisateur. Donc j'ai tout simplement fait un booléen de statut d'état pour dire en fait quand le script se lance, l'état vente sauvage est à false et faux, donc il n'y a pas de vente sauvage. Et dès que c'est détecté, ça passe à true. Et en fait sur chaque bascule, j'avais l'idée de print en fait, ça y est, une vente sauvage. Pareil, mes requêtes vont continuer en boucle. Je suppose que ça va durer par exemple 3, 4, 5, peut-être 20 minutes. Hein. Voilà, je pense au cas des maisons en Floride. Généralement, elles ont un petit yield. Elles mettent, on va dire, une demi-heure à partir. Donc ça sert à rien que l'utilisateur ait des notifications toutes les minutes pour dire vente sauvage, vente sauvage, vente sauvage. Il l'a déjà vu une fois, ça lui suffit largement. Donc en gros, voilà. Là, ça, on va dire qu'en ordonnée, c'est le temps. Et là, c'est tout simplement true ou false. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Mon script se lance. C'est à false, pas de vente sauvage. Le temps passe. Une vente est détectée. Sur une bascule, je print. Ça y est, il y a une vente sauvage. Ça continue. Fin de la vente sauvage. De true, je passe à false. Je print. La vente sauvage est finie. Et après, ça continue. Et pareil, ce schéma peut se répéter à l'infini. Voilà, on va le tester, on va voir ce que ça fait. Donc voilà, réponse initiale, il voit qu'il y a du woodland. Premier tour de boucle, on va attendre 1 minute. Voilà, second tour de boucle, 1 minute après, et ça continue. Et c'est normal qu'il ne se passe rien, tout simplement, parce qu'en fait, là, j'interroge actuellement les serveurs de Realty. Et voilà, on est samedi 17h. Il est fort probable qu'il n'y ait pas de vente sauvage. Donc du coup, j'ai dû trouver une solution pour simuler tout simplement les réponses que mon script allait recevoir. Et moi, tout simplement, j'ai fait un environnement de test. J'en avais déjà parlé dans l'épisode où je vous avais mis ce qu'on appelle le HTML à télécharger. Et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, pour les plus anciens, vous vous souvenez de ce schéma client-serveur. Le rouge, c'est mon Mac, c'est moi, c'est ce qu'on appelle le client. Et en bleu, c'est tout simplement représenté par la maison, c'est Realty, c'est les serveurs. Et une notion de base en informatique, c'est que le client initie toujours la connexion. Et tout simplement, vous allez voir, ça va être utile pour les scripts d'après. Alors, comment j'ai simulé tout simplement les réponses ? J'ai fait un petit serveur local qui est sur ma machine. Je vous montrerai après. Mais je me suis basé en fait tout simplement sur les réponses de Realty, les réponses officielles. Donc il y a deux choses que je vois en premier, c'est que voilà, il y a la date qui est dynamique, entre guillemets. Voilà, si je fais une requête à 21h, il faut qu'il soit marqué 21h UTC. Et pareil, le time, là c'est en époque Linux, c'est le nombre de secondes qui sont écoulées depuis le 1er janvier 1970, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai mis dans un JSON en fait ce tableau 10 fois pour faire 10 entrées, plutôt 10 réponses que mon script va interroger. Voilà, c'est là. Donc ça, c'est mon JSON, ça s'appelle juste test_data.json. Voilà, le premier, c'est la réponse nominale, c'est ce que j'ai vu sur Realty, donc c'est status available. Et command, c'est juste un petit trick pour savoir en fait comment vous allez voir, c'est quand en fait, tout simplement mon script appelle le serveur, je vois ce que le serveur lui répond et je vois si en fait le script réagit bien tout simplement. Ça m'a aidé à débugger. Bon, vous n'avez pas cette étape parce que voilà, je change de format. J'ai fait la réponse nominale, j'ai fait un changement de valeur, j'ai essayé de faire des cas réels où tout simplement, en fait, vous voyez, les stocks changent. Pour moi, je veux détecter les ventes sauvages, ça n'a pas d'impact et c'est pour confirmer ce cas en fait. Pareil, vous allez voir que quand vous allez faire de la validation, vous allez faire des scénarios de test. C'est ce que j'ai essayé de faire là. J'ai essayé de faire un peu 10 scénarios différents, voir comment le script réagissait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, à partir de la troisième demande, voilà, je mets 2 tokens VS, 2 tokens de vente sauvage et un random pour simuler le statut en fait.
Donc vous voyez, j'ai mis la test suite à Détroit dans le Michigan. Voilà, c'est quelque chose de totalement fictif. Pareil, le product ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et pareil, celle-là, la Dr Test Avenue à Détroit, pareil, c'est status blabla. Je voulais voir comment ça réagissait. Voilà. Numéro 4, c'est que quelques tokens de vente sauvage qui partent. Voilà. Après, pareil, je dis que par exemple, la 1000 test suite, il n'y a plus de tokens, le stock est à 0, vous voyez. En fait, au début, je voulais faire une espèce de if. S'il n'y a plus de limit release et si les status limit release ont leur stock à 0 alors que c'est la fin de la vente sauvage, je suis pas allé jusque là, ça peut être un axe d'amélioration mais on verra plus tard. Toujours commencer simple et après complexifier. Et voilà, et à la fin j'enlève un premier élément, ça doit pas changer le statut. Après j'enlève le deuxième token en vente sauvage, j'enlève le token qui a le status blabla. Après retour au cas initial et un dixième en cas initial qui ne change rien. Donc ça, c'est les données qui sont lues par mon serveur de test. Pareil, donc client-serveur. Peut-être que dans d'autres vidéos, vous m'entendrez dire pondeuse répondeur. Pareil, c'est la même chose. C'est quand moi j'étais formé par un ancien et en fait, quand vous faites de la charge, vous faites une pondeuse. C'est un truc qui envoie de la donnée beaucoup de genre 1000 trames à la seconde entre guillemets. Et vous faites un répondeur, voir si ça tient ou pas et pour voir un peu les limites. Pareil, après c'est généralement vous êtes sur la même machine ou c'est de l'éternel, c'est des machines qui sont en face, ça va très vite. Mais dès que vous passez dans des systèmes réels avec des distances, des routeurs, voilà, ça perd en rapidité, ça perd en stabilité. Et à un moment, tout simplement, le répondeur, quand vous voulez faire un serveur, en fait, le répondeur, il ne suit plus, il décroche et vous commencez à connaître les limites de votre soft. Donc, voilà, ce code, il n'est pas encore dispo, je vous le donnerai plus tard. Mais vous voyez, en fait, c'est juste un script tout simplement qui charge les données. Dès qu'il reçoit, quand on appelle une requête, il les compte jusqu'à 10. Et il charge, en fait, il envoie directement la réponse adéquate et il simule aussi le timestamp pour avoir quelque chose de réel. Voilà, là je lance mon serveur, donc, c'est ce que vous avez sur la droite, il tourne. Et pareil, j'en reviens à mon test mode. En fait, voilà, là je l'ai mis à false, c'est-à-dire que je suis en production, mais quand je veux tester dans mon environnement local, je le mets à true, j'enregistre et vous voyez qu'en fait, au lieu d'appeler realty.co, j'appelle ma machine 127.0.1, c'est localhost. Voilà, c'est ma machine. La même URL, ça n'a pas d'impact. Et on va voir ce qui se passe. Et pareil, je vous rappelle que je passe de 60 secondes à 5 secondes pour tester. Voilà, je le lance et c'est parti. Voilà, alors ça allait un peu vite. Voilà, premier tour de boucle, réponse initiale, il charge les données, c'est comme s'il était sur le site. Tour de boucle numéro 1, il n'y avait rien. Boucle numéro 2, il n'y avait rien. Et hop, début de la vente sauvage. Pour le bot que j'ai fait à la fin, en fait, j'affiche tous les statuts, c'est juste pour récolter de la donnée et voir comment c'est fait. Pareil, j'ai contacté le support de realty.co, il n'y a pas de doc pour cette API. Donc voilà, je fais un peu à l'aveugle, mais bon, c'est sympa, au moins ça fait découvrir des choses. Et vous voyez qu'en fait, au troisième appel API, il a détecté la vente sauvage parce qu'en fait, seulement il y avait des items, des product ID qui avaient le status limited release ou en tout cas, pour être exact, des statuts qui étaient différents de available. Là, par exemple, il a print le status blabla. Et voilà, il y en a plusieurs. Et au huitième, il s'arrête. Tour de boucle numéro 9, ça revient à l'état initial. Et tour de boucle numéro 10, c'est pareil, c'était l'état initial. Donc voilà, maintenant je sais détecter les ventes sauvages et il faut simplement que ces infos, au lieu de les print dans ma console, je les forward à un bot Telegram. Donc voilà, je vous ai évité cette étape, mais franchement c'est pas compliqué. Il faut juste créer un bot Telegram, ça prend on va dire 5 minutes. Il faut l'ajouter à un channel et lui donner les droits de publier dans le channel en question. Voilà, et on se retrouve sur le canal Telegram. Vous voyez que j'ai fait des tests, alors le lien du Telegram je vais mettre en bas, vous allez pouvoir suivre mon activité, je vous dirai ça plus tard. Vous voyez, j'ai juste print début de la vente sauvage, tous les statuts, le numéro 1000 de la test suite, la 1001 et pareil la 1, 2, 3, 4 Dr Test Avenue, status blabla. Voilà, et au final j'ai simplifié, juste début de la vente sauvage. Voilà, donc pour ceux qui voudront faire la course, savoir ce qu'il y avait à la vente sauvage, vous pourrez vous rendre sur le canal Telegram. Voilà, et par exemple si vous avez raté une vente sauvage et vous voyez qu'il y a des tokens qui ne vous intéressaient pas, et rien de grave. Et vous savez quoi, on va se faire un test. Avant de faire le test, il faut que je vous montre le code rapide. Vous voyez, c'est rien de compliqué, c'était généré par ChatGPT le code. Voilà, je récupère l'URL, je poste, il faut faire juste attention que le bot et les droits, et ça s'arrête là. Et pareil, c'est appelé au même endroit. Et là, c'est le main.py, le point Python. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, tout simplement, la fonction main, c'est la fonction qui a appelé le lancement d'un script, d'un programme, d'un binaire. Tout simple, voilà, c'est main, c'est-à-dire principal, et ça recherche toujours dans le projet la main fonction, et ça part de là. Voilà, mon but, c'est d'avoir un POC, une proof of concept. Voilà, comme dans votre boîte, peut-être qu'il y a des commerciaux qui veulent des POC pour vendre des trucs à des clients alors que vous n'avez encore rien développé. Et là, c'est exactement le même principe. Voilà, c'est une petite démonstration. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un environnement réel. Là, vous avez vu que je suis dans mon environnement de test, mais je vous en parle après. Voilà, je relance mon serveur. Allez, c'est parti, comme d'hab, sans les mains.
Génial, début de la vente sauvage. Donc test suite D3 et vous voyez que ça fonctionne. Et on va attendre la fin de la vente sauvage. J'ai eu la notification sur mon téléphone. Et voilà le game over qui vient tout simplement de s'afficher pour dire fin de la vente sauvage. Voilà, j'en profite aussi pour faire ma petite promo. Si vous voulez soutenir cette chaîne, sachez que dans la description, il y a tous mes liens d'affiliation. N'hésitez pas à aller les visiter, par exemple, pour avoir une news pay. Donc voilà, c'est magnifique, ça a fonctionné. Vous voyez que c'est une POC, hein, c'est proof of concept, il n'y a pas d'image, c'est brut. Voilà, et à terme, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu semblable à ce channel Telegram. Vous voyez qu'en fait, il y a des images, il y a de la couleur, c'est beaucoup plus sympa. Mais déjà, il faut que je m'assure que ça fonctionne bien. Pour faire ça, je pense que j'utiliserai la REST API que je vous ai montré en début de vidéo, celle qui est communautaire, tout simplement pour croiser les données. Parce que vous avez vu que là, j'ai que le nom. Donc en fait, il faut que je récupère le nom, le yield ou quoi. Comme ça, en fait, vous aurez les alertes et il y aura directement tout. En fait, le token, le yield, peut-être par exemple le nombre de tokens qui étaient dispo. Mais après, il ne faut pas trop d'informations. Et là, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Voilà, on est samedi 16 novembre. Lundi 18, il y aura les 10% restants de la vente de vendredi qui sont partis en une demi-heure, 1 heure. Donc pareil, j'essaierai de tester mon bot tout simplement. Je lancerai que sur ma machine pour l'instant. Donc pareil, de lundi entre 8h et midi pour qu'il détecte les statuts ou les nouvelles ventes. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Je verrai. Peut-être j'aurai des modifications à faire ou autre. Mardi, je le lancerai de 8h du mat à mercredi 8. Je ne sais plus quand a lieu la vente sauvage. Mais pour les détecter, tout simplement voir si ça fonctionne ou pas. Donc si vous voulez suivre cette aventure, vous pouvez rejoindre le bot Telegram. Et après, si ça fonctionne, je pense que je déploierai sur un serveur. On va faire une VM, un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait des tutos qui traînaient à droite à gauche. Voilà, une petite exclue pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Faites-le moi savoir, là. Mettez-moi un petit message. On est là avec 2A et 4Z. Si vous avez la ref. Écrivez en plus, j'ai la ref. Et donc le week-end prochain sera le dernier épisode, je pense, de la série Bot Sauvage Reality, tout simplement, parce que j'ai fait un peu le tour. J'ai envie d'aller sur d'autres langages. Et voilà, il y a Thanksgiving en plus qui arrive. Peut-être qu'il y aura des ventes sauvages toute la journée de Thanksgiving. Et ce sera l'occasion pour moi de vous donner le code, mais surtout de vous montrer ma touche artistique, parce que ça y est, j'ai quelque chose à vous montrer. Bref, ne ratez pas la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao et bonne semaine.